Il y a également une autre dame. Il y a également une autre dame qui a fait cette déclaration. Permettez-moi, voilà. Il s'agit de Aïssata Diallo. C'est le procès verbal d'audition de partie civile en date du 16 octobre 2012. Elle dit ceci. En effet, le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade en compagnie de ma copine, Kadiatou Diallo, aux environs de 10 heures pour suivre le meeting. Alors que nous prenions place sur le gradin, non loin du portail, certains manifestants dansaient, chantaient, alors que d'autres priaient sur la pelouse. 30 minutes après, nous avons entendu des tirs d'armes automatiques, suivis de l'infiltration des militaires dans l'enceinte du stade. Dans la panique, j'ai pu m'échapper avec beaucoup d'autres en passant par une petite porte. Dans ma fuite, j'ai marché sur une vieille tôle qui traînait par terre, laquelle m'a blessé sur le pied droit. Malgré cette blessure, j'ai pu rejoindre mon domicile. De là, je me suis rendu au centre médical Sainte-Anne-Marie, où j'ai eu droit à des soins. Je mets à votre disposition la copie du certificat médical qui m'a été délivré à cet effet. Est-ce hier? Ma blessure s'est déjà consolidée. Est-ce hier? Ce sont les gendarmes que j'ai vus tirer, mais je ne peux les identifier. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez entendu maintenant que les gendarmes tiraient à travers la déposition de cette partie civile. Encore une fois, il a parlé des gendarmes. Ça, c'est de façon vague. Il y avait des gendarmes dépassés et déployés par l'état-major de la gendarmerie nationale. Il n'a pas dit les gendarmes des services spéciaux. Cela n'engage en rien. Ma propre personne n'engage en rien mon service. Bien. Mon colonel. Maître. En bon procureur, vous avez eu à parler de repentir actif tardif lors de vos déclarations ici, n'est-ce pas? Lorsque vous aviez parlé du commandant Toumba, ses agissements au stade, n'est-ce pas? Oui, selon la déclaration que vous avez eu à faire concernant certains leaders. Voilà. Bien. Nous allons parler donc du repentir actif tardif. Est-ce que quelqu'un qui commet des actes répréhensibles et qui se repentit en allant vers sa victime, prendre sa victime et l'envoyer dans un centre hospitalier, est-ce qu'il est poursuivable, selon vous? Ça, c'est très grave. Quelqu'un qui pose, comme vous venez de dire, des actes répréhensifs, hein? Après, il se repent. Moi, à l'école de la gendarmerie nationale, on m'a dit que quelqu'un qui empoisonne, après, pris de remords, il intervient pour sauver la victime. Se repentir n'efface pas l'infraction. Ça, c'est depuis l'école nationale de la gendarmerie. Hein? Pendant la formation, à plus forte raison, vous, avocats, juristes. Bien. Alors, si cet acte est répréhensif, alors nous allons donc lire
les déclarations des leaders qui ont fait l'objet de ce sauvetage par les mêmes personnes qui ont perpétré ces actes contre eux. Alors, nous allons prendre la déclaration de M. Sidya Touré. Monsieur le Président va nous permettre de prendre tout le temps pour lire certains passages afin de mieux cerner la question du repentir actif et tardif. Donc, M. Sidya Touré dit ceci. Moi, j'avais des rapports apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce que pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de faire arrêter et de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus rappelé. Vous voyez les menaces qui ont été déjà mises en œuvre au téléphone de M. Sidya Touré la nuit. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Nous sommes toujours avec le repentir actif et tardif. Alors, M. Sidya Touré, en répondant à certaines questions, dit ceci. Question. Vous y êtes arrivé à quelle heure? En compagnie de qui? Je précise qu'il s'agit de sa première audition de partie civile. M. Sidya Touré répond donc à la question. Avec beaucoup de leaders, dont François Fall, Mokhtar Diallo, Selou Dalen Diallo, Sidibé de la NGR, Tidiane Traoré et tant d'autres, le départ a eu lieu aux environs de 9h30 du domicile de Jean-Marie Douré. Question. Que s'est-il passé entre le domicile de Jean-Marie Douré et le stade? Réponse. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduite par le ministre Tiegoro. Nous avons eu des discussions durant 1 heure environ qui portaient sur le pourquoi et le comment d'état de la manifestation, surtout sur l'interdiction de la manifestation.
Sous la pression des manifestants, vers 11 h, on nous a autorisés à entrer dans le stade. Question. N'avez-vous pas vécu de l'intérieur du stade? Qu'avez-vous vécu à l'intérieur du stade? Réponse. Nous sommes entrés pendant que la foule chantait et dansait. Nous avons pris place à l'esplanade aux environs de 11 h 30 minutes. Le stade était rempli, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des micros qu'il n'y avait pas de micro pour faire notre déclaration. Question. Quelle était la suite des événements? Réponse. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu des gens tomber sur la pelouse et sur la tribune, d'en face, sans comprendre ce qui se passait. En regardant à ma gauche, du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'hommes. Deux responsables qui sont Tigoro et Tumba se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Les militaires sont montés vers nous et comme j'étais devant, ils se sont mis à me frapper des escaliers en descendant. C'est là que j'ai aperçu Jean-Marie Doré à genoux sur la pelouse, ensanglanté et en train d'être battu. La suite, je n'ai pas réalisé parce que, entre-temps, le militaire Marcel m'a asséné un coup de bâton sur la tête. Je me suis écoulé en sang. Les jeunes sont venus me soulever tout en me traînant vers la porte. Vous voyez la menace qui a été ébranlée la nuit, la mise en exécution avec les hommes en kaki, et maintenant, dans l'enceinte du stade, comment les gens se sont comportés. Quel est votre commentaire? D'abord, à la lumière de toute la lecture que vous venez de faire, je n'ai pas entendu mon nom. Deuxièmement, je ne suis pas renvoyé par devant ce tribunal pour menace. Si vous n'avez pas l'ordonnance de renvoi, je vous l'offre. Je suis là pour des faits précis. Répondez à la question. Il a bien l'ordonnance de renvoi. Voilà. Donc, répondez à la question de façon courtoise, monsieur Goumou. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu mon nom, je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à donner à cette déclaration.